j'ai beaucoup d'angoisse, mine de rien. Parce que tu composes une chanson, tu te dis c'est super. Tu fais des arrangements, tu te dis oh, tu ne sais plus qui tu es. Tu es à Abidjan, le lendemain tu te retrouves à New York, après tu es à Tokyo, tu te retrouves à... Tu vois, j'étais plus moi en fait. Tu as des enfants qui font de la musique. Oui. Quel conseil tu leur donnerais en termes d'argent et de musique? Quelle belle journée pour être en vie. Aujourd'hui, je suis avec une légende, avec quelqu'un dont j'ai découvert la musique pour la première fois en 2003. Waouh. Tu es mon premier souvenir du Canada. Je suis arrivé au Canada et ma famille m'a fait découvrir ta musique. Et j'ai directement adoré. Ça m'a fait penser à des artistes que j'aimais beaucoup aux États-Unis, comme Michael Jackson. Je sais pas si on t'a déjà dit ça. Non, mais c'est un honneur entre nous. Et j'ai écouté quasiment tous tes albums. J'ai écouté le dernier et je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Lokwa Kanza, tu es un chanteur, un compositeur, un parolier, un multi-instrumentiste, un arrangeur, le coach de The Voice Africa, édition francophone. Tu as travaillé avec les plus grands, déjà tu as travaillé avec toi. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu as travaillé avec toi-même, tu as travaillé avec Manu Dibango, Papa Manu Dibango, paix à son âme. Tu as travaillé avec Koffi Olomide, avec Papa Wemba. Ça fait beaucoup de paix à son âme, c'est terrible. Et également Papa Wemba, avec Jean-Louis Aubert, avec beaucoup de personnes. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est cette voix, c'est ce parcours et c'est aussi le message que tu partages dans ta musique. Tu es un peu dans le développement personnel, ce qu'on appelle dans le développement personnel d'une certaine manière aujourd'hui, dans le sens où c'est toujours des textes positifs. Moi, je me rappelle du morceau « C'est ma terre » qui m'avait énormément touché. Écrit par Jean-Louis Aubert d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ok. Et également Shadow Dancer et plein d'autres morceaux. You Will Never Know, You'll Never Know. Plein de morceaux. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant que les auditeurs t'entendent sur le podcast La Percée. Comment tu vas, Lokwa? Je vais bien et toi-même? Bah ça va super. C'est incroyable. Nous sommes au studio de La Place. C'est le premier podcast que je enregistre en présentiel depuis quasiment 1 an et demi, voire 2 ans. Covid. Et tu es le tout premier. Ah, chouette. Tout premier. Lokwa, tu es en promo. Nouvel album. Ouais. Tu as dû faire beaucoup d'interviews. Quelles questions tu voudrais qu'on te pose plus souvent, qu'on te pose rarement? Oh là 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 là. C'est délicat parce que je pense que s'il y a une question qu'on me pose pas souvent, mais je comprends, hein, c'est de parler surtout des artistes qui ont été dans l'album, pas que les stars, des artistes, des instruments utilisés, des pays visités et sûrement les gens de l'ombre qu'on ne voit pas, les ingénieurs et autres. Nouvel album qui vient juste de sortir à l'heure où on enregistre. Plus de 100 musiciens. Oui. C'est un truc de malade. Nous sommes en 2021 où on utilise Logic, on utilise un clavier MIDI. Exactement. Et on fait toutes nos pistes. Et toi, 100 musiciens. Sur le premier single qui a été utilisé, Tout va bien. 28 musiciens, rien que sur ce morceau. Pourquoi ce choix artistique? C'est un contre-pied, je pense. Je suis à la base un grand amoureux du son. Avant d'être musicien, j'étais d'abord vraiment un fan. Et je me suis dit, cet album, je voulais me faire une sorte de rêve d'enfant, m'asseoir et écouter les autres qui jouent. Il n'y a pas plus grande magie qu'un musicien qui est excellent, qui joue devant toi. Tu es dans tous tes états, tu planes, tu pleures, tu ris, tu danses. Et en parlant de Michael Jackson, donc voilà quelqu'un qui m'a fait rêver pendant des années, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je voyage. Donc j'ai fait 12 pays. Pour pouvoir aller rencontrer justement ces musiciens sur place, dans chaque pays où j'ai été, et de les entendre chanter, jouer. Tout ce plaisir-là, je voulais pas le garder pour moi. Quand on aime un public, pour moi, j'ai toujours dit, c'est une histoire d'amour. Et quand on aime une personne, on aime lui faire des surprises. Et je voulais faire un gros surprise à mon public. Et comment est-ce que tu fais pour gérer ça en termes de logistique? Déjà, quand il y a 2-3 auteurs sur un morceau, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de SACEM, en termes de répartition des droits ou même de rémunération, parce que parfois les maisons de disques ne suivent pas. Comment ça s'est passé pour autant de musiciens sur un seul projet? Alors, là, tu as dit une chose très importante. Autant au niveau des auteurs, c'est complexe et compliqué. Dieu merci, j'en ai eu que deux auteurs. Donc ça coupe un peu la poire en plusieurs. Au niveau des musiciens, ça paraît compliqué, mais c'est facile à la fois. Ok. Ouais, parce que les musiciens, il vient, il joue, tu le payes, tu signes,
des papiers, et puis ils ont leurs droits de Spedidam, d'Adami et autres. Terminé. Super. Les arrangeurs, ça c'est autre chose. Les arrangeurs, il faut que chaque répartition SACEM, sur la feuille que vous signez les papiers, il y en a, je crois, 2, 3, 4 arrangeurs dans l'album. Donc Chris Walden, qui est l'un des plus grands arrangeurs de cordes et des cuivres à Hollywood, qui a fait l'investiture de Joe Biden, le président. Il y a Wilson qui vient du Nigeria. Il y a David Mutanda qui vient du Congo. Qui d'autre? Voilà, c'est les 3. Donc, c'est des gens que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup d'estime et de respect, d'admiration. Et je me suis dit, il y a certains endroits où, les gars, ça c'est vous là. Moi, je prends ici, vous prenez là-bas. Donc, c'est un peu comme ça on a travaillé. Et ça t'a pris 8 ans à faire cet album? On peut dire 6 ans. Ok. Et le 2 ans après, c'est mixage, mastering, les attentes avec Covid et autres qui nous a un peu tardé. Mais en gros, ça fait vraiment un gros 6 ans, plus le 2 années après pour la logistique. Et comment tu te sens? Parce que moi, je suis musicien aussi. Et je sais que tu fais un morceau, tu as envie de le publier. C'est notre génération un peu. On a juste à le mettre sur YouTube et c'est fini. La musique va hyper vite. Nous sommes à l'ère du streaming. 8 ans sans album, comment est-ce que tu te sens quand t'es en studio? C'est fort. Enfin, 8 ans à travailler sur cet album plutôt. Au fait, disons que t'as dit un truc qui est important. Tu parles des générations. Je viens d'une génération où on passe beaucoup de temps à se poser de questions. À se dire comment ça va être, quel musicien je veux choisir. Et moi, en particulier, je suis quelqu'un de très, très lent. Tu vois? Et je crois, pour vraiment... Avec le temps, je commençais à réfléchir en me disant... Au fait... J'ai beaucoup d'angoisse, mine de rien. Parce que tu composes une chanson, tu te dis c'est super. Tu fais des arrangements, tu te dis oh, c'est peut-être pas bien. Comment les gens vont réagir? Et là, panique. Donc tu recommences, tu changes, et tu réécoutes, tu dis ah non, pas cette... Non. Et puis, tu vois, on m'a toujours dit que je suis un peu perfectionniste. Un peu. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que je suis plutôt... J'aime fouiller, au fait. Je suis un fouineur. J'aime bien le son, le torturer. Comme je sais pas très bien dessiner, pour moi, la musique, c'est de la peinture. Donc, il faut mettre de la couleur, il faut mettre des lumières. Jusqu'à un moment où je sens vraiment que ça prend. Il y a quelque chose qui me parle en ce moment-là, je livre. Mais s'il n'y a pas cette magie-là qui me parle, je peux pas livrer. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui se fait énormément aujourd'hui dans la musique, tu pourrais très bien être en studio, finir un son et te dire, vas-y, c'est bon, je le sors demain, morceau surprise? Oh, ça va venir. Je pense que ça... On l'a déjà fait une fois avec Toto Bonalokwa. Le projet Toto Bonalokwa, on l'a fait. Mais moi, perso, je suis plutôt du genre, comme je le dis, je me pose trop de questions des fois, je pense. Quand je suis en live, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de parachute. Mais en studio, comme on peut se permettre de recommencer, je peux être sûr, pour ne pas dire le mot que tu sais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu es dans la musique depuis très longtemps. Très, très longtemps. Très longtemps. Tu es né en 1958. Exact. Et aussi, je tiens à te dire une chose, c'est bizarre dit comme ça, mais je suis très content que tu sois encore là, parce que la plupart de mes légendes qui sont nées en 1958, elles ne sont plus là. C'est vrai. Prince est parti, Michael est parti, Madonna est encore là. Mais c'est pas une de mes légendes, mais je respecte énormément le travail. Et quelque chose qui revient énormément dans tes propos, c'est l'éthique de travail, la rigueur. C'est quelque chose que tu as eu, sinon tu jouerais pas autant d'instruments et tu n'utiliserais pas autant de langues sur tes différents morceaux. Merci. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais recommencer ta carrière, si tu avais 19 ans et que tu étais en mode, ok, je veux rentrer dans cette industrie de la musique? Waouh, je serais encore beaucoup plus exigeant que ce que je suis, que ce que j'ai été. Parce qu'à 19 ans, je travaillais beaucoup, mais sans avoir en tête que j'allais un jour avoir à me confronter avec le public du monde entier. Quand j'avais 19 ans, j'avais mes désirs, mes envies de me dire je veux être un bon musicien. Que les gens me connaissent un peu. Je pensais à une salle de 100 personnes. Tu vois, moi c'était pour moi, tu vois. C'est fou. Je me disais si j'ai 100 personnes qui m'écoutent avec beaucoup de calme, ce serait génial. Sauf que le bon Dieu m'avait préparé autre chose. Et je me suis retrouvé dans des salles de 10 000 personnes, et parfois plus. Donc, c'est pas évident.
Je crois que ma façon de concevoir les choses et de réfléchir n'allait pas être de la même façon. Ok. Et par exemple, si tu devais te réveiller demain et te dire, ok, je travaille sur la musique, ce serait quoi ton éthique de travail et ta routine? Oh, ma routine serait minimum, allez, 12 heures. D'accord. De boss vraiment intense. Et je passerai plus de temps en studio. Okay. Parce que quand j'étais môme, j'ai pas eu cette chance-là. Tu vois, j'avais pas de studio, j'avais même pas d'instrument des fois. Ouais. J'allais emprunter chez des amis qui me donnaient une guitare. J'avais pas de guitare. Tu vois, j'aurais voulu, par exemple, là tu m'amènes à quelque chose, j'aurais voulu passer plus de temps au piano. C'est maintenant que je commence à vraiment jouer quasiment tous les jours le piano. Ouais. Mais avant, quand j'étais môme, j'avais pas de piano. Tu vois, j'aurais voulu avoir quelques instruments, même plus, et passer du temps avec. Et est-ce que tu penses que c'est lié au Congo et plus généralement à l'Afrique, ou est-ce que c'est comme ça pour tous les enfants? Je m'explique. J'ai été animateur de centre de loisirs quand j'étais plus jeune. Et je rencontrais des parents qui me disaient, nous, on préfère mettre nos enfants au conservatoire plutôt que au centre de loisirs parce que le conservatoire, c'est moins cher, premièrement, et que en plus de ça, on nous prête des instruments gratuitement. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est lié aux familles pauvres. En l'occurrence, malheureusement pour nous en Afrique, oui. Parce que un piano, c'est un luxe immense. Ouais. Déjà, il faut avoir de la place pour le mettre. De deux, il faut avoir l'argent pour le payer. Un piano, un papa qui touche 100 $, donc 100 € par mois, quel jour, quelle année il pourra rêver à acheter une guitare? Ouais. C'est insensé. Ouais. Moi, j'ai acheté ma toute première guitare, c'était en 84. C'est fou. Quand tu arrives à Paris. Quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Je l'ai encore. Il faut la garder. Je la garde précieusement. C'est très bien. Bravo. Waouh. Ouais. Ok. Et c'est particulier cette époque. Hein. Tu sors un album, pendant 8 ans, tu te dis, ok, je vais pouvoir le défendre. Ouais. Et là, on peut plus faire de scène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te procure autant de plaisir que la scène ou qui te permet d'attendre, ou il y a rien d'autre? Je dirais que c'est très difficile, j'avoue. J'avoue que c'est hard parce que tout le rêve d'un artiste, quand on est musicien, on a fait un album, c'est de pouvoir communiquer avec le public. Tu te dis, bon, allez, voilà ce que je fais, version live, parce que version studio et live, c'est souvent très différent, sauf des gens qui mettent des machines. C'est possible d'ailleurs que je fasse pareil sur certains morceaux. Mais en règle générale, j'aime bien jouer live. Et se dire que tu ne peux pas aller en concert, c'est de la frustration de haut niveau. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les choses vont s'ouvrir. C'est l'autre variant, là, apparemment, du Covid. J'ai entendu carré, ne sera pas assez hard. Mais en tout cas, mon rêve ultime, c'est de pouvoir aller en concert. C'est terrible, hein, qu'on commence à rêver d'aller en concert carrément. Alors que c'était quelque chose qu'on prenait pour acquis, c'était quelque chose de normal. Tu fais ton album, tu sors un single ou plusieurs, tu fais des clips, tu vas en concert et en tournée. Et surtout celui-là, cet album dansant. Avec autant de musiciens, ça aurait été n'importe quoi. C'est ça. Mais il faut que ça soit n'importe quoi. Au passage, il faut que faut que ça se fasse. Mais ça va se faire. Là, j'ai une amie qui est partie à un concert de Kassav il y a quelques jours. Donc c'est que les choses commencent à... Voilà. Ça c'est bien. Ah, c'est super. Quel groupe aussi. Ouais, quel groove. Quel groove. Je voudrais qu'on parle un peu de ton tout premier album. Je t'en prie. Album avec ton nom, éponyme, de quoi? Ouais. Il est sorti en 1992, si ma mémoire est bonne. 93. 93. 92 en studio, 93. Voilà, je parlais plutôt du studio. Voilà. Ouais. Et on entend ta voix énormément parce que tu as fait toutes les voix. Oui. Aujourd'hui, bon, on fait ça beaucoup plus facilement parce qu'on peut chanter très faux et retoucher les... Tu sais comment c'est. Ouais, Melodyne tout de suite. Exactement. Comment ça se passait en 92? Dans quelles conditions tu étais quand tu as fait cet album? Déjà, est-ce que tu étais dans des conditions cool, où tu avais, je sais pas, tu avais de l'argent, tu te souciais pas, ou est-ce que c'était plus compliqué que ça? Alors, 92, c'est un ami à moi qui s'appelle Vincent Brûlé, qui a un studio qui s'appelle Piccolo. Et lui, il a pris la clé de studio, il m'a donné. Tiens. Il bossait de 10h à 20h, et à 20h30, j'arrive au studio. Jusqu'à 6h du matin. Des fois 7h, comme il commence à 10h. J'étais seul, il me préparait le micro, le son et tout. C'est encore l'époque des bandes, les grosses bandes qui tournent comme ça. Ouais. C'est pas les ordinateurs, il y en avait pas. Il y en avait, mais on l'utilisait pas pour la musique. Et là, je commençais tout seul à enregistrer la guitare et toutes les voix, comme tu le dis.
des fois des percussions. J'ai appelé des amis à moi qui sont venus me donner main forte. Je pense qu'il y a eu Chola, Akingbola, qui est le percussionniste de Jamiroquai. Et puis Jamba, le guitariste, qui a joué avec beaucoup de monde. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est moi qui ai travaillé là-dedans. C'est incroyable. Ouais. Et comment tu te sentais? T'étais dans quelle énergie? Est-ce que tu étais stressé dans le sens où tu savais pas comment les gens allaient réagir? Ou est-ce que tu étais cool et tu te disais, bon, au pire, c'est juste de la musique? Très cool. Je me suis pas posé la question une seconde, au fait. Ouais. Parce que cet album est très étrange. Ouais. Je faisais mon album avec le studio, mais j'avais pas le temps pour pouvoir le faire. Donc je me suis dit, en attendant, je fais un truc, tu vois, un truc un peu traditionnel, un peu l'Afrique, comme moi je le penserais, la musique traditionnelle, comme parce qu'il y a des musiques traditionnelles que j'entends, que les gens font. Je me dis, je vais faire à ma manière. Donc c'est un album entre deux. Ouais. Et la surprise des dieux, personne ne sait. C'était mon album qui a cartonné vraiment. Ok. Et quelle est la chanson qui t'a fait découvrir au plus grand nombre dans les années 90? À mon humble avis, allez, on commencerait par le premier album, où Toto a touché un paquet de gens. Okay. Mais pas un grand public. Deuxième album, Wapio, la maison de disques à l'époque m'a dit, c'est pas toi. C'est pas vrai. Ouais, parce que je sais même pas raconter l'histoire du premier, parce qu'il y a une histoire du premier. Ouais. Donc, ils ont pas cru à l'album. Déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé en maison de disques pour commencer? Ah, voilà, on va là-dedans. Ouais. Donc, moi, j'ai fait cette maquette-là, c'était une maquette sur cassette. Pour les gens qui ne connaissent pas les cassettes, tu leur expliqueras un peu, tu leur montreras, tu feras des montages. C'est fou qu'il faut expliquer les cassettes. Ça me paraît fou. Ouais. C'est des cassettes, et on est parti voir un mec qui était à l'époque la maison de disques de tous les Africains. Et lui, il a dit, ta musique n'est ni pour les Blancs ni pour les Noirs. C'est pour qui alors? Pour les Chinois? Pour les Chinois peut-être. Ou pour les Gris. Genre de truc. Ok. Et honnêtement, si j'étais quelqu'un de fragile, tu vois, je me suis dit, je crois pas, moi je crois. Il dit, si vous vendez plus de 1000 disques, revenez me voir. Okay. Pour lui, c'est impossible. Ok. Et là, on va voir une maison de disques qui s'appelait Night and Day. Okay. Ils ont dit, nous, on aime bien, on trouve que c'est cool, c'est sympa, c'est easy listening, ça peut être chouette. Et puis on leur donne, et on l'envoie aux journalistes. Et là, au passage, je dis bravo à tous les journalistes du monde, parce que, heureusement, ils sont là, ils écoutent, donc merci. Et les journalistes me disent, Lokwa, ton album est superbe. Effectivement, je sais pas si tu vendras beaucoup, mais en tout cas, sache que tu as fait un bel album, en tout cas. Donc, ils ont écrit. J'ai eu 4 pages sur Nouvel Obs, j'ai eu 3 pages sur Libé, j'ai eu... Bon, toute la presse en France. Et l'album est sorti, en une semaine, on a vendu 10 000. Genre, l'explosion totale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un festival, tu as fait une télé? Rien du tout, c'est-à-dire que les interviews que j'ai fait, les journaux que les gens ont regardés, et à l'époque, il y avait des écoutes à la FNAC. Oui, et au Virgin Megastore des champs. Voilà, dont les gens écoutaient, Can Bloom, achat, écoute, achat. Donc, 10 000 disques en une semaine, et là, toutes les maisons de disques sont venues me voir. Et c'est comme ça que je signais avec BMG. Donc, je reviens sur le deuxième album. Donc, le mec qui faisait la promo, comme la maison de disques n'y croyait pas, mais lui, il aimait quand même la chanson. Donc, quand il allait faire écouter les chansons de Whitney Houston et autres, dans les gros stars de BMG, il avait quand même un disque sous l'aisselle. Après écoute sur Énergie et autres, il disait, j'ai ce petit titre aussi à vous faire écouter d'un nouvel artiste qui vient de sortir. Boum, Shadow Dancer. Et là, Énergie craque. Shadow Dancer a été diffusé sur Énergie 3 fois par jour. C'est pas vrai. Est-ce que j'étais né? Non, si j'étais né. J'étais des années. J'étais né. 95. J'étais né, mais c'était pas mon souci à cette époque-là. Voilà, on va dire. Je pensais à marcher, je pense. Ah, génial. Donc, Énergie craque et toutes les autres radios suivent. J'étais le deuxième grand passage en France. Et c'était la version anglaise ou la version française? La version française. Il y avait la version anglaise au départ. Ouais. Et ensuite, on a fait la version anglaise pour les quotas en France. C'est très bien. Mais quand même, un morceau qui passe sur Énergie, avec du lingala dedans, avec de l'anglais et du français. Et du français, c'était... C'est pas de se vanter, mais j'étais le premier à faire ça. T'as ouvert la porte à beaucoup de personnes, je pense.
Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des Christine and the Queens ou des artistes comme ça qui vont chanter en français, qui vont justement justifier qu'ils chantent en anglais, parce que changer de langue, ça fait un pont, ça, c'est comme passer à une autre partie de la musique. Exact. Et ben, aurait été beaucoup plus compliqué si d'autres personnes comme toi n'avaient pas ouvert la voie. Écoute, il faut qu'il y ait un qui ose. C'est important. Ok. Et ce morceau Shadow Dancer, qu'est-ce qu'il t'a apporté dans ta vie, en plus de ce passage énergie? Bah, disons que le premier album, on était dans les 65-85 000 albums vendus. Ouais. Le deuxième album, c'était 650 000 vendus dans le monde. C'est incroyable. 25 pays distribués. Et j'ai fait toutes les télés qui existent en France. J'ai tout fait jusqu'à Jacques Martin. Tu devais être ouais, mais tu vois, qui faisait parler les enfants les dimanches et tout, tu vois. Et juste en parlant de ça, il y avait plein d'artistes chaque dimanche, tu vois. Et puis, chacun passe. Et puis, à un moment, on dit, mais non, c'est Shadow Dancer. Allez, les chanteurs, montez sur scène, j'arrive. Le mec qui dit, mais je croyais que c'était un blanc qui chantait Shadow. Il dit, non, c'est moi. C'est vrai. C'était rigolo. C'est incroyable. Bah, tiens, je suis curieux. Comment est-ce que tu passes de star francophone à star internationale? Comment est-ce que tu t'es retrouvé avec Peter Gabriel, par exemple? Ben, c'est à partir de cet album-là, du deuxième album, qui a été distribué dans plus de 25 pays à travers le monde par BMG. Et ce qui fait que je me suis retrouvé dans des festivals avec des grands artistes. J'étais avec Pierre Musique comme maison d'édition. Et là, dans la maison d'édition, il y a un concours inter qui se passe à l'interne. Et j'ai été premier premier compositeur, c'est-à-dire j'ai gagné le numéro 1 dans toute la boîte. Alors que Pierre Musique, c'est énorme. Tu vois, il y avait David Foster à l'époque, tu vois, qui était dans la boîte. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais numéro 1 et je me suis retrouvé à Hollywood. On m'a fait une réception à Hollywood, tu vois. Et moi, j'étais gaou complètement, je comprenais pas ce monde-là, quoi, tu vois. Je savais pas qui était là, c'était hallucinant. C'était trop vite, ça s'est passé trop vite pour moi. Est-ce que tu étais prêt pour ça? Non. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, tu n'as pas le temps, en fait. Parce que j'avais plus de... Minimum que j'avais des dates, c'était dans les 100 dates à 125 dates par an. Par an, je jouais. Tu vois. Je dis ça encore, c'est peu, parce que j'avais entre 20 dates par mois. Donc, c'est énorme. Tu sais plus qui tu es. Tu es à Abidjan, le lendemain, tu te retrouves à New York, après, tu es à Tokyo, tu te retrouves à, tu vois. J'étais plus moi, en fait. J'étais comme une sorte de robot. Automatisé, tu vois, qu'on amenait. Et puis tu jouais, t'arrivais. Il m'est arrivé 2 fois dans des salles où j'ai dit « Bonsoir Marseille !» On t'a dit « Non, t'es à Toulouse !» Tellement t'es fatigué, tu vois. Mais c'était sympa, c'était chouette. Le public, c'est un moment qu'on ne peut pas expliquer. C'est fou. Ouais, c'est des moments où je me retrouvais. Et comment est-ce que tu as réussi à gérer tout ça, cette explosion pour laquelle tu n'étais pas préparé, et peut-être ta vie personnelle, mais aussi peut-être une vie familiale? La vie familiale, c'était compliqué. Je voyais pas mes mômes, je voyais pas ma femme. Et je me souviens que ma femme et moi, on s'est retrouvés à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Il est venu me donner des habits pour me changer, faire une nouvelle valise et prendre l'ancien, tu vois, genre de truc, quoi, tu vois. Au bout de 20 jours, c'est la première fois qu'on se faisait un bisou. Tu vois, des trucs comme ça. C'est pas évident. On n'est pas préparé à ça, au fait. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de gérer ça? Est-ce que, je sais qu'il y a des artistes qui vont prendre leur famille avec eux en tournée, qui vont les aménager dans le tourbus. Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose ou est-ce que c'est beaucoup trop compliqué, c'est la vie qu'on a choisie? Lauryn Hill a fait ça. Il a amené toute sa famille, même tout le monde. Mais il faut avoir beaucoup d'argent aussi. Ça demande beaucoup de fonds, ça demande beaucoup de... Mais, perso, je ferais pas. De temps en temps, si tout recommence bien, de temps en temps que la famille vienne en week-end, oui. Mais, à mon humble avis, avec mon âge, je me dis que je ferais moins de tournées. C'est vrai? Ouais, j'ai pas envie de faire autant de tournées comme avant. Je ferais faire des tournées regroupées. Dans un pays, au lieu de faire 10, 15 dates, tu fais 3-4 dates dans un pays. Et est-ce que tu as pensé au concept de résidence, par exemple? C'est-à-dire? Tu es à la place, par exemple. Et tu dis, bon, le Kwakanza, 20 dates, et c'est le monde qui vient à toi. Un peu comme ce que Michael Jackson voulait faire avec This Is It, ou même ce que Prince a fait, enfin, tu vois, les résidences à Las Vegas. Ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose que je pense qui me sirait bien. Tu vois, de pouvoir s'installer quelque part, tu prends tes habitudes et les gens viennent vers toi. Ça, c'est bien.
C'est top. Ouais. Waouh. Et quelle a été la chose que tu as découvert sur cette industrie qui t'a vraiment déçu? Bah, tu t'en doutes bien, c'est le côté argent. C'est-à-dire? Bah, l'argent a une telle importance dans ce métier, dans l'industrie qui est flippant, je veux dire. Du jour au lendemain, quand tu commences à être star, les gens te regardent différemment, les gens te parlent différemment. Tu vois. Et le rapport change. Et tous les aspects contractuels, les centimes, les guerres, les gens, comment ils se battent. Moi, j'ai eu 2 fois à aller pas dans les tribunaux, mais presque. Et à chaque fois, même au moment où j'ai gagné, j'ai dit, je veux rien. Alors que la personne me devait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi cette décision? Franchement, tu sais, j'aime pas les guerres, j'aime pas les conflits, tous ces trucs-là. Non. Je dis non, je veux rien. J'ai gagné, ok, très bien. Le contrat est fini, lui et moi, on ne sait pas. Tu vois, à la rigueur même, tu vois, la personne au jour d'aujourd'hui, si je pouvais encore lui dire bonjour et le prendre dans mes bras. Voilà, c'était un contrat, on s'est pas entendu, on s'est pas compris. Mais bon, on s'est pas compris. On s'est pas compris, mais on va pas se tuer pour ça, quoi. Tu as des enfants qui font de la musique. Oui. Quel conseil tu leur donnerais en termes d'argent et de musique? Je sais qu'on rêve toujours d'aller plus haut, d'avoir plus. Mais moi, je pense que je leur conseillerais de faire ce qu'ils aiment, d'abord, à la base. De chercher à être soi-même, de prendre du plaisir. Si ce plaisir-là peut t'amener de quoi vivre, c'est bien. Si ce plaisir-là peut t'amener à avoir un peu plus pour aider les autres, chouette. Mais si c'est pour avoir pour soi et juste avoir beaucoup, non. Moi, ça m'intéresse pas. Je pense que si le bon Dieu me donne encore la chance d'avoir autant de thunes, c'est plus pour aider les autres. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les habits, j'ai pas de voiture. Tu vois, le luxe ne me parle pas. Il y a pas une petite folie que tu as fait? Oh, c'est des guitares des fois. Des guitares? Des guitares. Sinon, les vraies folies pour moi, c'est d'aider les autres. Mes proches, je peux pas supporter que mes proches manquent quelque chose. Mais moi, perso, en tant qu'humain, pas de bague, pas de montre, pas de chaîne, tu vois. Tout ce qui est luxe ne me parle pas. Je vais te dire quelque chose, je sais pas si je devrais le dire. Je sais pas si je devrais le dire. Michael, on a beaucoup parlé. Oui. Et excellent chanteur, excellent Donc, artiste. on parle de Michael T, qui est un chanteur que peut-être certains ont connu sous le nom de Mike Chendu à l'époque, il y a une vingtaine d'années, peut-être plus d'ailleurs, 25 ans maintenant, qui est un chanteur qui fait beaucoup de choses et donc tu es un peu le mentor. Voilà, donc tu es un peu le mentor et qui lui est mon mentor depuis que j'ai 13 ans. C'est beau quand même qu'on se retrouve ici. Faudrait qu'il soit là. C'est très beau. Et Michael, il m'a dit que t'es l'artiste vraiment qu'il a le plus respecté dans cette industrie. Que quand il avait fait ta première partie ou quand il jouait avec toi, que tu le respectais, que tu le traitais correctement et que c'est pas toujours une chose qui est courante dans cette industrie. C'est beau de laisser ce souvenir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me touche, ça m'émeut d'ailleurs. C'est vrai. Ça fait du bien, mais ça me touche surtout. Disons que souvent quand un artiste devient star, les gens commencent à les respecter. Moi, je crois qu'il faut voir un artiste quand il commence. Quand il a du potentiel, c'est un roi futur. C'est beau. Tu vois, et il faut déjà l'habituer à certaines choses. Michael, moi, je l'ai rencontré, il devait avoir 16-17 ans. Tu vois, donc... il a fait 2 ou 3 fois, je sais plus, mes premières parties, parce que je l'aime, ce bonhomme. Je tenais à ce que les gens le connaissent. Et c'est... quand j'ai les occasions, à chaque fois, de donner la chance à des jeunes artistes, je le fais. Pareil, dans mon disque, tu as des jeunes artistes qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, Grady Malonda, qui est un chanteur monstrueux. C'est un albinos que le monde va découvrir, qui chante sur Tout ira mieux. Et juste, tu te dis, mais il y a des gens comme ça qui existent. C'est quelque chose. Ouais, tu vois, il y a Pamela Baketana qui a été la gagnante de The Voice, ainsi de suite. Et moi, je crois que il faut donner la chance aux autres. Comme on me l'a donné, il faut donner aux autres. Et c'est ce que tu fais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais tu es coach de The Voice. Coach de l'édition francophone. Comment est-ce que tu te sens avec cette expérience où tu es beaucoup plus exposé? Tu l'as bien dit. À la base, quand on m'a proposé cette histoire, j'ai dit non.
Pourquoi? J'ai trouvé c'est trop bling-bling, c'est la télé, les machins. Et puis mon manager m'a tanné pendant 1 semaine. Je disais non à chaque fois. Et puis un jour elle me dit, tu sais, toi qui as toujours rêvé de transmettre ce que tu connais, d'apprendre aux jeunes gens, voilà l'occasion idéale. Et là elle m'avait eu. Et là j'ai dit oui. Et honnêtement aujourd'hui, si je l'avais pas, je l'aurais regretté. C'est vrai. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie, musicalement et humainement. On ne se rend même pas compte 1 seconde le nombre de talents qu'il y a en Afrique. On a des images des artistes, je n'insulte personne, qui sont bien. Mais ces jeunes gens qui chantent derrière qu'on ne connaît pas, il y en a qui sont mais vraiment dans ces niveaux, au niveau engagement, au niveau vocal, au niveau de la volonté, qui est simplement une histoire de malade. Et par contre, ce que je remarquais, qui manque, pas que dans la musique d'ailleurs, dans beaucoup de domaines en Afrique, c'est l'encadrement. Ces jeunes gens ont besoin d'avoir des formations musicales, tu vois, d'avoir des écoles, d'avoir des profs, des coachs, des masterclass, des gens qui viennent d'un peu partout, qui leur transmettent leurs connaissances. Parce que quelqu'un qui vit à Ouagadougou ou à Kinshasa, qui n'a jamais mis le pied à Paris, qui n'est jamais allé sur scène au Canada ou n'importe, comment tu peux lui expliquer ça? Il faut être sur place, il faut lui parler, il faut lui montrer comment ça se passe au studio, c'est quoi une chanson, l'écriture des chansons par exemple. On a des écoles en musique en Afrique, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques-unes. Mais on t'apprend pas comment écrire une chanson. On t'apprend pas comment écrire des textes. C'est toutes ces parties-là que moi j'aimerais un jour pouvoir donner un coup de main à la jeune génération. À travers l'académie, par exemple, que tu espères pouvoir créer prochainement. Je vois que tu t'es renseigné sur moi. Un peu. Mais ce serait vraiment une très belle chose. Là, tu sais, par exemple, je pars à Cannes la semaine prochaine pour le festival. Et à Cannes, ce qui se fait souvent, c'est qu'il y a des masterclass cool. Il y avait une masterclass de Sylvester Stallone, des grands acteurs qui viennent du monde entier pour t'apprendre. Et ce serait incroyable qu'il y ait ça à Kinshasa. Par exemple, Jamel Debbouze a fait le Marrakech du Rire. Ce serait top qu'il y ait une initiative comme ça pour la musique. Par exemple, avec l'Académie Lokwa Kanza. C'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, c'est un rêve. Et qu'est-ce qui te manque pour effectuer ça? Je pense que beaucoup de moyens, mais comme dans mon pays, tout est possible. Et je crois que nos autorités, un jour ou l'autre, me donneront cette occasion. Tu penses que c'est les autorités qui vont jouer un rôle déterminant? Oui, parce que des autorités ou des sponsors, ou des mécènes, je pourrais être plus précis, qui comprendront le bien fondé de l'histoire, parce que on parle de l'Académie Lokwa peut-être, mais on parlera pas de moi, on parlera de ces jeunes gens qu'il faut donner la chance d'aller loin. Les écoles comme Berkeley à Boston, à mon humble avis, si je me trompe pas, c'est dans les 80 000 balles par an par élève. Quand tu as 10 élèves, ça fait 800 000. Or, si demain il y a une école, on me paiera pas cette somme-là, on me paiera beaucoup, beaucoup moins. Et moi, je pourrais former pas 10 élèves, je pourrais former des centaines, des milliers même. C'est incroyable. Il faut que ça se fasse. Je sais que toi, tu as eu la volonté, depuis le début de ta carrière, d'amener la musique africaine dans une autre direction. Dans le sens où, au Congo, par exemple... Dans une autre direction, une autre dimension aussi. Une autre dimension. Voilà, tu voulais que la musique congolaise, spécifiquement, aille plus loin. Quelques années après, quelques décennies après, est-ce que tu es fier de là où est la musique africaine? Je dirais qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de... Par exemple? Quand on voit un mec comme Youssou N'Dour, on voit Salif Keïta, on voit Angélique Kidjo, je parle pas de Makeba et Manu Dibango, ils ont commencé avant. Je suis très très fier. J'aimerais que cette génération prenne de la graine sur ces gens-là. C'est-à-dire, on n'est pas tous obligés de devenir star international, non. On peut être star en France, on est bien, on gagne des millions, et c'est bien aussi. Mais pour ces jeunes gens qui rêvent, comme moi, comme d'autres, de vouloir un jour devenir artiste international, je pense que la musique africaine a beaucoup évolué, mais on a beaucoup de choses encore à donner. La musique africaine a encore beaucoup de surprises, parce que dans chaque pays en Afrique, il y a au moins parfois 100 ethnies. Et chaque ethnie a une musique différente. Imagine si un jour, par année, chaque musique devait sortir.
En Europe, on a des belles musiques. On a le classique, on a le jazz. Ouais. Tu as des petites musiques autour, mais ça tourne un peu dans la même direction. Ouais. C'est des belles choses. Mais moi, je crois que l'Afrique a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à donner, à offrir, à échanger avec le monde. Et ça, j'y crois énormément. C'est une belle chose. C'est une belle vision, mais d'autant plus qu'il y a eu un très gros progrès en termes de communication. Oui. Si on a des Burna Boy ou tous ces gens-là. Félicitations à Burna Boy, d'ailleurs, elle vient d'avoir le World à BET. C'est incroyable. Ouais. Et donc Burna Boy, mais aussi les visuels qui ont évolué énormément, on est en compétition là pour le coup, on rentre dans la compétition parce que parfois, entre nous, je regardais des vidéos qui venaient du pays, je disais, mais les gars, respectez le son, respectez la vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, maintenant, je vois des choses, je dis, waouh, mais c'est hyper bien produit. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de visuels, t'as pas fait beaucoup de visuels, toi? Non, j'en ai pas fait beaucoup, mais cette fois-ci, j'ai... pourquoi? On parle de qui? Je sais pas. Non, là, je crois que c'est cet album, j'en ferai beaucoup. Ok. Ouais. Tu as déjà des visions, des idées? Il y a quelques idées, mais surtout, j'aimerais confier à des gens qui ont des idées. Okay. Parce qu'on peut pas tout faire dans la vie. Je peux avoir petite idée, et puis il y a des gens qui ont des grandes idées, qui savent vraiment travailler. Ok. Ouais. Tu résides où maintenant? Parce que le Kwakanza, très cher auditeur, a habité à beaucoup d'endroits. T'as habité en Côte d'Ivoire, t'as habité en France, à Boulogne. C'est une fois, je voyais une story, je voyais que t'étais à Boulogne. J'ai dit, attends, le gars est juste à côté de moi parce que j'ai longtemps habité à Saint-Cloud. C'est à côté. Je disais, c'est pas possible, il n'y a pas le Kwakanza qui habite juste à côté de moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore à Boulogne. T'es encore à Boulogne. Ouais. T'as habité au Brésil aussi. Au Brésil aussi, ouais. Est-ce que tu penses t'installer à un autre endroit prochainement, après Boulogne? En Afrique. Ok. Ou, c'est la question, ou le Congo, ou la Côte d'Ivoire, ou le Rwanda. D'accord. Ouais. Ok, super. Le podcast s'appelle La Percée. Joli nom. Merci. Quelle est, selon toi, la définition de percer? Ça peut commencer par percer le ciel pour pouvoir s'envoler. Ça peut être la percée d'un artiste. Ça peut être aussi, je sais pas moi, percer quelque chose dans sa tête pour que on puisse y voir clair, je sais pas. Ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, mort ou vivant, qui incarne vraiment ce modèle de percée selon toi? Nelson Mandela. Pourquoi? Je pense que cet homme, après 25 ans de prison, il aurait pu sombrer. Il aurait pu devenir légume, miette. Ce mec est devenu président. De la prison à la présidence, quand même, c'est genre de histoire insensée. Mais lui, il l'a fait. Et ce que j'adore, ce que j'aime avec ce bonhomme, il aurait pu pousser tout le monde au radicalisme. C'est vrai. À la violence contre les Blancs, les tuer. Le mec a dit non. On va au pardon. On se met ensemble. Incroyable. Ouais. C'est fort. De quoi je voudrais te féliciter pour 3 choses. Dis-moi. Ouais, t'as l'air surpris. La première chose, c'est tout simplement que tu as inspiré beaucoup de personnes, comme je te l'ai dit. Moi, tu m'as inspiré, j'ai découvert ta musique, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Et j'étais content, parce que moi, j'ai jamais été trop coupé, décalé, rumba. J'aimais bien, mais ça me touchait pas forcément autant que d'autres artistes américains, par exemple. Et quand j'ai découvert ta musique, je retrouvais des codes que j'appréciais chez certains artistes, comme je te l'ai dit. Et ça m'a vraiment fait plaisir, et le fait que tu parles différentes langues, et aussi que tu composes et qu'il y ait des vrais instruments, parce que dans les années 2000, ça commençait à s'évaporer un peu. Ouais. Ça m'a énormément inspiré, ça m'a inspiré à faire de la guitare, à composer, à écrire surtout, beaucoup d'importance pour le texte, et c'est parce que tu es passé par là. Il y a une phrase qui dit que tu es ce que tu manges, mais je pense que tu es également ce que tu consommes, la musique que tu écoutes, les films que tu regardes, et après, ça se met en toi et ça fait un mélange de ce que tu deviens. Et je sais que je te dois beaucoup. Et je voudrais te remercier pour ça, premièrement. Merci. Et je suis très fier, en vérité, de te le dire en face. Parce que, et c'est une chose importante. Et puis la deuxième chose, c'est pour les risques que tu as pris. Le premier album, je me rappelle beaucoup d'acapella,
beaucoup de choses que je comprends pas d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est différent, puis pareil de mélanger les langues, et puis parfois de faire venir des artistes asiatiques, ou des choses comme ça, ou de prendre des directions artistiques opposées en fonction des albums. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins, déjà parce que le format d'album est en train de disparaître dans une certaine mesure, malheureusement selon moi, mais c'est un risque. C'est un risque parce que tu vas sortir un album, les gens vont aimer ça, et après tu vas sortir un autre album, ils vont dire ah ouais, le quoi, c'est un vendu, il a fait ça, etc. Et tu l'as quand même fait. Donc tu vois, tout à l'heure quand tu parlais de rester soi-même et que c'est le conseil que tu donneras à tes enfants, bah tu l'as appliqué pour toi, tu as été ton propre enfant. Oui, et je prends tes mots pour te dire que pour moi un artiste, c'est un fou, un malade. C'est nous qui devons oser. Si tu n'oses pas, tu ne changeras rien. Pour changer le monde, il faut oser. Personne n'aurait pu croire qu'Obama sera président. C'est vrai. Il a cru, il a osé. Je veux dire, le Beatles, à l'époque, où ils composaient des chansons avec des accords, alors que le rock avait 3 accords, ils ont osé. Jimi Hendrix, t'as plein de gens. Ils ont osé. C'est la musique, surtout l'art. Sans oser, tu ne peux pas faire quelque chose. T'es bon, t'es chouette. Mais tu amènes quoi aux autres? Les autres nous ont emmenés dans la lumière. On est arrivé et un mec qui est malade a créé la lumière. Il a osé. Il a osé. Je pense. Donc c'est un conseil que tu donnerais peut-être aux personnes, c'est d'oser plus. D'oser plus. C'est fort. Et la troisième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est pour ta volonté de transmettre. Tu es vraiment à la transmission. Si tu es coach chez The Voice, le terme n'est pas choisi au hasard. Un coach, c'est quelqu'un qui transmet, qui va aider. Et tu le fais. Et également cette vision que tu as pour l'école et aussi le fait d'accepter de faire des interviews, de faire en sorte que ça arrive, tu vois, de m'avoir passé les contacts de Clémence. Salut Clémence. et vraiment de vouloir donner aux gens. Donc c'est une très belle chose et je te remercie pour ça. Bah écoute, je veux revenir, je te dis merci en revenant à la première chose que tu as dite, en disant que je te donnais au fait, sans le savoir. Et à mon humble avis, c'est le plus gros compliment qu'on puisse me faire. Lequel? C'est celui que tu as dit, c'est-à-dire que en faisant la musique, si j'inspire les autres à faire de la musique, des jeunes gens à faire de la musique, je pense que c'est le plus beau cadeau. C'est pas un jour si Dieu me donne la chance d'avoir beaucoup de millions sur mon compte. Non. Mais c'est de savoir, quand je vois des jeunes gens d'Angola, de Tanzanie, de Kenya, et même des jeunes Français, je veux dire, quelqu'un comme Zaz ou Christophe Maé qui me disent grand frère, tu nous as inspirés. C'est incroyable. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister au monde, tu vois. C'est de faire quelque chose qui peut quelque part avoir une certaine résonance pour les autres et leur pousser à faire peut-être mieux aussi, tu vois. Ça veut dire que quand tu ne seras plus là, à des années-lumière d'aujourd'hui, bien évidemment, bien sûr, tu auras laissé suffisamment de souvenirs pour que les gens puissent te ressusciter. Oh, c'est beau. Oh my God. Ça a enregistré? Ok, c'est bon. Je le mettrai dans une chanson. Bon, en tout cas, très cher auditeur, très chère auditrice, parce qu'il y a des filles aussi, tu vois, on vous connaît. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à écrire le mot shadow. Shadow, ouais, comme ça, petite référence. Non, encore mieux. Écris-nous en commentaire le mot tout va bien. On est dans le présent et dans le futur. Ou encore Moko. Ou encore Moko, qui signifie l'unité. Unité 1 en lingala. Ouais. Écris-nous Moko en commentaire, comme ça je saurai qui sont les vrais, qui sont les Moko ici. Et je te dis à très vite. Ah, j'ai un truc à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Un challenge. Ah, c'est quoi le challenge? Il y a un morceau qui s'appelle Melopig. Ok. Quand certains d'entre vous auront le temps de l'écouter, qui t'envoie le texte, c'est en français. Hein. Okay. Les gens pensent que c'est en créole. D'accord. C'est en français. Ouais. Qu'on t'envoie le texte. Ok. Vous avez entendu le challenge? Envoyez le texte de Melopig. La personne qui réussira, en tout cas, on l'enverra le disque physique. Ok. Pour avoir l'histoire de toutes les photos, où ça a été, les noms des musiciens. Ok. Bah, on mettra le lien. Ouais. Et ouais, et pressé au passage que l'album sorte en physique, parce que comme je te l'ai dit, je suis parti à plusieurs Fnac, je voulais l'avoir en 33 tours, carrément, en vinyle, pour te le montrer, pour qu'on regarde les crédits ensemble. Ah ok, oui, t'as eu un Mbappé, ok, nanana. Ça viendra. Ok, super. Bon, on en reparlera. En tout cas, très cher auditeur, très chère auditrice, je te dis à très vite. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité, plus de 200 épisodes, c'est fou. Je te dis de prendre soin de toi, s'il te plaît, c'est important. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire.
C'est dans la boîte. On a mis les produits. On a mis les produits. On a mis les produits. Le reste. Super, bravo. C'est chouette. C'est top. Ça, vous avez passé un bon moment? Ouais. Ça. Bon, c'est parfait.